Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, on discute avec Jean Fortin de la pression grandissante sur les municipalités. Le Centre d'information et de recherche en consommation de Charlevoix-Ouest offre de l'aide à l'impôt. La députée Karianne Bourassa consulte les Charlevoisiens au sujet du troisième lien. Comment se porte la communauté d'affaires de la Chambre de commerce de Charlevoix? Et retour sur l'œuvre politique de Brian Mulroney. Bonne émission! Le monde municipal est ébranlé par des démissions qui s'accumulent pour différentes raisons, dont une forte pression sur les élus. Jean Fortin, ex-maire de Baie-Saint-Paul, a accepté de se prononcer sur l'idée d'une réforme municipale telle que proposée par l'ancien maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin. Bonjour Jean. Bonjour. Ça brasse dans le monde municipal ces temps-ci, puis on a eu l'idée d'en discuter avec vous en partant des idées exprimées dans le livre « Libérer les villes » de Maxime Pedneau-Jobin. Donc, avant de s'avancer sur les questions, aller plus loin, je vous invite à regarder le petit résumé que notre collègue Éric a préparé pour nous. Maire de Gatineau de 2013 à 2021, Maxime Pedneau-Jobin propose dans son récent livre « Libérer les villes » une réforme générale du monde municipal. En théorie, le rôle d'une municipalité est d'offrir des services associés à la propriété. C'est la raison pour laquelle ses revenus sont tirés en grande partie d'une taxe qui touche les propriétaires, la taxe foncière. Mais dans les faits, les municipalités sont aujourd'hui actives dans une foule de domaines, du logement au sport, de l'accueil des immigrants à la lutte contre les changements climatiques. Le problème, c'est que le mode de financement, lui, n'a pas évolué. Solution proposée par l'ancien maire de Gatineau, une réforme majeure qui renouvellerait les cadres légal et fiscal des municipalités. Sur le plan légal, les municipalités manquent clairement de moyens selon lui. Ainsi, en mai 2023, le maire de Lévis a dû signer 2190 documents pour bannir Airbnb de 2190 zones différentes dans sa ville. Solution? Changer la Constitution canadienne, ou à tout le moins, créer une charte des municipalités qui leur accorderait davantage d'autonomie. La prédominance de la taxe foncière expose les conseils de ville au risque d'une influence indue des promoteurs immobiliers. Pedneau-Jobin propose plusieurs remèdes, notamment un partage des revenus de la TVQ. En faisant bénéficier les municipalités d'un pourcentage de la TVQ ou de la TPS, on les motiverait considérablement à jouer leur rôle de catalyseur de développement économique. Mentionnons également ce que l'auteur appelle la vraie solution, le transfert d'une partie de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu est conçu pour financer des services publics accessibles à toute la population et c'est ce que sont devenus les services municipaux. Alors, Jean, on aimerait avoir votre avis d'ex-maire de Baie-Saint-Paul, quand même depuis de 89, je crois, vous avez été maire de J'ai Baie-Saint-Paul. été conseiller, j'ai été maire de la ville, comme mes maires, 25 ans en tout. Là, OK. Donc, vous avez vu... Puis 22 ans à la Nouvelle-Ville, là, entre 99 et 2021. Donc, différentes évolutions qu'il y a eu dans le milieu municipal à travers ces années-là. Beaucoup. Tout d'abord, Pedneau-Jobin parle beaucoup du mode de financement municipal. C'est quoi exactement le mode de financement municipal? Est-ce que tout repose vraiment sur la taxe foncière? Pas tout, mais en grande partie. OK. Et, historiquement, là, l'impôt, on le sait, hein, l'impôt, c'est divisé. Il y a l'impôt sur le revenu qui va pour les gouvernements des provinces, du gouvernement fédéral. Et l'impôt foncier, qui est donc basé sur la valeur des terrains, des immeubles, lui, va au municipal, historiquement. OK. Et c'est écoutez, autour de près de 80 du financement des municipalités. C'est énorme, là, 80 qui vient de l'impôt foncier. Donc, des taxes. Reste, il peut aller chercher. Le reste, il y a des paiements, ce qu'on appelle des paiements de transfert. Il y a des services tarifés, hein, comme par exemple. Comme au loisir. Le loisir, les ordures, par exemple. Là, il y a des services, il y a un tarif là, qui est mis là-dessus. L'eau potable également, les eaux usées également.
il y a une tarification de service là, pour... Mais la plupart du temps, ça, ces tarifs-là... Oui, mais ces tarifs-là, souvent, en fait, tu ne viens pas te financer avec ça. Ils viennent financer uniquement le service. Hein? Ils financent le service. Oui. Pour le reste, bon, il y a des paiements de transfert. Le gouvernement, par exemple, on parlait de la TVQ dans le petit résumé qu'on a entendu tantôt. Il y a une partie maintenant, un point, qui vient aux municipalités. Okay. Les MRC également ont de l'argent au niveau du développement économique. Les villes également. Au niveau de la voirie municipale, il y a un montant d'argent chaque année, mais qui est minime. Là. On parle de très peu, mais qui vient compenser. Donc, il y a des paiements de transfert. Également, il y a différents autres revenus, comme par exemple ce qu'on appelle la taxe de bienvenue, par exemple. Ouais. Quand il y a ce cadeau qu'on nous fait. Oui, puis donc, qui viennent aussi là, ajouter aux revenus. Mais globalement, là, en gros, là, c'est pas mal les sources de revenus. Mais il ne faut jamais oublier qu'au moins 80... Il y a les édifices gouvernementaux aussi, comme une ville comme Baie-Saint-Paul, le gouvernement paie ses taxes sur ces édifices. L'hôpital, les écoles, différents ces choses-là. Sauf qu'ils ne paient pas 100 Ils paient 80 pour certains, 70 pour d'autres. Là, maintenant, je ne sais pas quelles sont les dernières maintenant où ça en est, mais je pense que ce n'est pas 100 encore. Donc, on peut voir là qu'il y a un déséquilibre à quelque part là-dedans. Mais il faut toujours avoir en tête, c'est près de 80 des revenus qui viennent des taxes. Auprès des citoyens. Oui, donc est-ce que ça veut dire que, bon, on parlait de la pression, pas de la pression, mais que le pouvoir quand même qu'ont un peu les promoteurs immobiliers face à ça. Est-ce que ça veut dire que si les responsabilités de la ville augmentent, les services à offrir augmentent, puis que le parc immobilier, lui, augmente pas avec la même corrélation, là, on vient soit à creuser une dette ou à devoir en mettre plus sur le dos des citoyens? Il y a la question du parc immobilier, il y a la question de l'évaluation municipale aussi. Par la MRC, par exemple, nous, notre MRC ici dans Charlevoix, il y a un service d'évaluation. Donc, à tous les 3 ans, ce qu'on appelle un rôle triennal en immobilisation. Donc, il y a une équipe là, qui sont à la MRC et avec des experts également, à partir de règles reconnues généralement partout au Québec, qui évaluent les propriétés. Et selon les transactions qui se sont faites au fil des années, l'évaluation augmente ou diminue, mais elle augmente la plupart du temps. Et ça, les taux de taxes sont ajustés en fonction de l'évaluation. Mais c'est clair que ce qu'on dit, puis c'est un des problèmes qui a toujours été dit, puis à l'époque, je me souviens, Jean-Paul Lallier en parlait, et d'ailleurs, M. Pedneau-Jobin en parle, Jean-Paul Lallier aussi, et des maires, Éric Forêt, que j'ai bien connu, l'ancien président de l'UMQ aussi, c'est que... avec tous les nouveaux services, ça, le foncier à l'époque, c'était fait en lien avec les infrastructures de base. Oui, donc égouts, l'eau potable. Puis les rues, les trottoirs. Puis même à l'époque, le gouvernement payait aussi les chemins ruraux, étaient tous sur la responsabilité gouvernementale. Mais, donc, en 91, le gouvernement a décidé de faire que les corps de police seraient payés par les municipalités. Oh, c'est une méchante grosse dépense. En 91, et toute la voirie municipale, voirie qui est en dehors des rues urbaines, là. Donc, juste Baie-Saint-Paul, là, c'est 100 km de route, là. En 91, qui est devenu à l'entretien, qui a été remis aux municipalités pour l'entretien, la réfection. Fait que tout ça, historiquement, est arrivé. Ça a commencé. Mais après ça, il y a plein. Puis les municipalités... sous la pression, beaucoup des citoyens, puis avec la réalité, ont eu plein de nouvelles responsabilités. Oui, d'ailleurs, là, il y a le logement qui en devient maintenant, c'est incroyable, le logement. Toute la question de climat, là, vous voyez ce qu'on a vécu à Baie-Saint-Paul au dernier printemps, puis les changements climatiques, toute la question de l'environnement, c'est énorme. Puis là, on est en santé publique. Maintenant, les municipalités ont des doivent s'impliquer en santé publique. Moi, quand j'étais maire, les dernières années, on était en lien
presque quotidien avec le CIUS, avec plein d'organisations, puis avec des organismes communautaires, puis à voir comment puis là, on peut... pour balancer à la ça, culture aussi, Oui. hein, on est... Et ça, il y en a d'autres, mais imaginez juste ça, mais on garde le même... On a le même niveau de taxation, puis on est dépendant de l'évaluation municipale. Puis il n'y a pas d'apport supplémentaire du gouvernement? Il y en a eu, il y en a, mais c'est ponctuel. C'est des Vous savez, programmes on est, d'une année à comme l'autre? disaient d'autres maires, puis je l'ai déjà dit, on est condamné à être des quêteux. Les municipalités sont condamnées à quêter. Ils ont un problème, mais là, tu sais, là, la peux-tu me donner? Puis là, ils nous montrent un peu les uns contre les autres, à dire, ben ah oui, je vais te donner ta subvention. Vous savez, il y a des programmes intéressants, puis c'est correct, mais on est un peu condamné à ça, étant donné que la situation financière ne peut pas... vous savez, là, regardez, Baie-Saint-Paul, ce que je voyais cette année, il y a eu une hausse du rôle d'évaluation, je pense que c'est 18 mais ils ont réduit le taux de taxation parce qu'ils ne peuvent pas là, dire maintenant, on monte tout le monde de 18. C'est impossible. C'était trop gros. Donc, ils ont ramené ça à quelque chose de réaliste, mais ils ont baissé le taux de taxe. Donc, tu sais, c'est beau de dire que l'évaluation augmente, ça donne plus. C'est vrai que ça donne plus de capacité de ville. Ça, on ne se le cachera pas. Mais en même temps, puis tu es condamné aussi des fois à pousser les promoteurs pour avoir plus de construction. Pour que ça se crée puis qu'il y ait pour que ça marche. Mais là, oui, mais là, aujourd'hui, avec il y a toute la question de l'étalement urbain, de la qualité de vie. Qu'est-ce que tu acceptes? Es-tu prêt à accepter n'importe quoi? Puis jusqu'où tu peux aller? C'est tout c'est vraiment quelque chose de... C'est tout un défi. Est-ce que cette pression-là qui est sur les municipalités, à votre avis, est-ce qu'elle est très différente selon un village, une ville comme Baie-Saint-Paul ou une grosse ville comme Gatineau, où on la ressent? Non, elle est un peu partout, parce que le problème, c'est que ça nous met en concurrence les uns que les autres pour attirer des constructions, pour attirer des organisations, tout. Puis c'est un enjeu de pouvoir travailler le fameux vivre ensemble. Par exemple, dans une MRC, à partir du schéma d'aménagement de la MRC, à partir de décisions de la MRC, bien là, on essaie de voir comment le territoire va être occupé, comment on occupe notre territoire. Tout le monde. Puis en faisant attention d'aller un peu partout, n'importe comment. On ne peut plus faire du n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Mais c'est un défi, c'est un enjeu important et c'est différent effectivement, par exemple, d'une municipalité qui va être, qui est dans une MRC, qui a un zonage agricole à 90 de la MRC, alors que la ville est la plus de possibilités. C'est bien évident que on n'est pas avec les mêmes ressources. C'est pas les mêmes faut quand même être, on n'est pas avec les mêmes ressources. Mais encore là, je pense que chaque municipalité travaille à aller avec ses ressources, à se donner les meilleurs moyens possibles. Mais c'est clair, et je pense tout le monde là-dessus, dans le milieu municipal, c'est pas tout le monde. Ailleurs, il y en a déjà qui ont déjà dit, vous en avez en masse, vous avez des surplus, les municipalités, vous avez tous des surplus, vous avez juste... Bon, ça a déjà été dit. Mais vous savez, un surplus de 2,5 millions ou 3 millions, par exemple, à Baie-Saint-Paul, là, on l'a vu ce printemps, c'est vite dépensé. Il n'y a pas grand-chose qui arrive. Il n'arrive pas grand-chose, puis c'est aujourd'hui. Là, c'est ça. Et donc, c'est clair là, que... et moi, je suis entièrement d'accord avec la thèse de M. Penneau-Jobin de dire que... Vous pensez que c'est possible? Puis ça fait longtemps que ça se discute. Vous savez, il y a un pacte fiscal avec le gouvernement à tous les 5 ans ou environ qui est signé. Il y a des grosses discussions. Il y a eu des avancées. Le dernier pacte fiscal, le point de TVQ, il n'y en avait pas. Ils ont avancé là-dessus. Ils ont avancé un peu à payer un peu plus sur leurs édifices. Sauf que on demeure à la merci. C'est pas assez encore. À la merci du gouvernement. Puis là, on touche à autre chose. On touche au financement, mais on touche à l'autonomie aussi des municipalités. Comment les municipalités peuvent avoir le plus d'autonomie possible pour pouvoir assurer le meilleur développement possible. Puis l'expression de M. Penneau-Jobin, c'est le meilleur vivre ensemble possible, parce que c'est ça l'objectif. Puis les municipalités maintenant, c'est des gouvernements de proximité, avec la charte des municipalités, puis le livre blanc qui était paru par l'UMQ. Puis le gouvernement l'a reconnu. Le gouvernement du Québec a reconnu que c'était des gouvernements de proximité. Sauf que
c'est un beau mot, mais ça reste encore limité. Mais c'est vrai que c'en est un, parce que c'est l'élu qui est le plus près de ses citoyens. Oui, hein? Ben oui, parce qu'on se croise, on se connaît. Exactement. On se rencontre. Ce qui en fait la grandeur, hein, de l'élu local. Moi, je suis très fier d'avoir été maire de Baie-Saint-Paul, puis d'avoir pu participer à son développement, d'avoir travaillé avec mon monde, puis ce qui en fait sa grandeur, mais ce qui en fait également le défi. Oui. Et parfois aussi, tout ce qu'on entend, ce qu'on voit là, aujourd'hui, quand vous savez, tout progresse maintenant. On parlait tantôt du logement, des crises climatiques, des crises de logement. Il faut gérer ça, puis ça touche des personnes directement. Ces personnes-là directement, puis... Le retour est direct aussi. C'est bien beau d'avoir des visions globales, mais tu arrives aussi avec des gens qui vivent parfois des détresses, puis à qui ils vont se rapporter, ça va être aux élus et aux fonctionnaires municipaux. Il ne faut pas oublier non plus hein, que ce n'est pas facile non plus. Vous êtes la première ligne. C'est la première ligne et c'est un art de pouvoir travailler, avec ses citoyens. C'est un art à développer, puis c'est pas toujours facile. Puis moi, des fois, je disais, j'avais participé à une rencontre sur la participation citoyenne qui est incontournable aujourd'hui. Tu es obligé... Oui, de faire des forums de discussion, des tables rondes. Aujourd'hui, on n'a pas. Peu importe, on en a beaucoup maintenant. Peu importe la ville, le village, ou n'importe quoi, tu es obligé de travailler ça. Mais moi, je dis souvent, on a une responsabilité comme élu d'écouter nos citoyens puis de voir avec eux comment on peut faire avancer des choses dans la bonne direction. Mais moi, je dis souvent, les citoyens ont une responsabilité aussi. Ça ouvre une responsabilité aux citoyens. De s'impliquer puis de s'impliquer correctement aussi. De ne pas être juste des gens qui viennent avoir des services ou encore, quand ça ne va pas, quand là, ils commencent à... Ils servent des réseaux sociaux pour toutes sortes de choses, et ça, c'est malheureux parfois. Là, on rentre dans un autre aspect complètement du travail municipal. Bien, on pourra peut-être en rediscuter une autre fois. C'était un plaisir, Jean Fortin. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci de l'invitation. La saison des impôts est débutée et un service d'aide gratuit est disponible à Baie-Saint-Paul pour ceux qui remplissent certaines conditions. J'en discute avec les représentantes de l'organisme CIRCO. Aline Raté, Élise Wanglet, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes de chez CIRCO, le Centre d'information et de recherche en consommation de Charlevoix-Ouest. Je vous reçois aujourd'hui pour parler de cette joyeuse saison des impôts qui vient tout juste de commencer et du service d'aide à l'impôt que vous offrez. Alors, pouvez-vous tout d'abord m'expliquer un peu en quoi consiste ce service-là? C'est moi qui parle? Allez-y. En fait, c'est un service qui est offert par des bénévoles. Okay? C'est vraiment un service qui fait plusieurs années, plus de 35 ans, en fait, que c'est vraiment par l'Agence Revenu du Canada et Revenu Québec qui offre ce programme-là, permettent à des personnes qui ont des revenus simples, au fond, c'est pas compliqué comme prestation, et qui ont accès gratuitement. Pour produire la déclaration de revenus. Là, vous parlez de revenus simples. Donc, je comprends que travailleurs autonomes, on oublie ça. Des gens qui ont des immeubles à revenus, par exemple, ça devient plus complexe aussi. Là. Donc, simple, on s'en tient à quoi, finalement? Des revenus d'emploi, des revenus de prestation. Assurance emploi, aide de dernier recours, prestations régime des rentes du Québec. Donc, situation très simple, en fait. C'est des revenus d'emploi. Aussitôt qu'on va dans des revenus de location, travailleurs autonomes. OK. Est-ce qu'avec des enfants à charge, ça passe aussi? Oui. OK. Puis, personne seule, avec enfants. Retraité, ça fonctionne aussi. Tout à fait. Oui, exactement. Il y a des critères, par contre, pour être éligible au programme. Quels sont ces critères-là? Bien, en fait, c'est des barèmes de revenus. OK. Donc, il ne faut pas qu'ils dépassent, par exemple, pour une personne seule, on parle de 35 000 $ de revenus par année. OK. Pour un couple, c'est 45 000. Puis pour un enfant à charge, c'est 2 500. Donc, on ajoute 2 500 de revenus si on a un enfant par enfant à charge. Si je me trompe. Ou par personne à charge aussi, parce qu'on se rappelle, ça peut être aussi un adulte qui est à charge. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc là, vous avez mentionné, ce service-là, c'est offert grâce à des bénévoles. Ces bénévoles-là, qui sont-ils? Est-ce que c'est des anciens comptables? Est-ce que c'est vraiment des personnes qui sont spécialisées dans la comptabilité et les impôts? Ou c'est des gens qui ont juste une grande expérience avec ça?
des gens qui ont une grande expérience. Au fond, on se rappelle que la déclaration de revenus devrait être très simple. C'est pas vrai, là? Mais avant c'était très, très simple. Donc, chacun est supposé être en mesure de produire sa déclaration. C'est des gens qui font ça depuis des années, vraiment, des 30-35 ans d'expérience, qui sont adaptés aussi à toutes les demandes, les changements qui viennent avec le gouvernement. Donc, c'est vraiment des gens qui sont... Et aussi qui ont accès quand même, pour bien le rappeler, les bénévoles sont reconnus par le service, par l'Agence de revenus du Canada. Oui, donc, ils ont accès à un soutien. OK, eux-mêmes peuvent aller chercher des réponses à leurs questions. Oui, tout à fait. Donc, c'est des choses qui ne sont pas claires. Donc, ils ont vraiment un soutien parce qu'ils sont effectivement acceptés au niveau du service d'aide à l'impôt. D'accord. Comment ça fonctionne si, par exemple, moi, je veux bénéficier de ce service-là? Comment on rentre en contact avec vous puis qu'on obtient rendez-vous? Dans le fond, il faut nous contacter par téléphone pendant nos heures d'ouverture, du lundi au vendredi, entre 9h et midi, 13h et 4h. D'accord. Donc, au moment du téléphone, on va vérifier avec la personne si elle est admissible. Donc, on va vérifier le barème des revenus. Oui. Si jamais la personne ne rentre pas dans nos critères, on réfère quand même là, vers une ressource externe. OK. L'appel téléphonique nous permet de vérifier la situation. Est-ce qu'elle est seule? Est-ce que c'est une personne aînée? Est-ce qu'elle vit avec des services fournis dans son bail? C'est ça. Donc, ça permet d'aller chercher tous les relevés pour lesquels la personne devrait avoir reçu déjà les documents. Okay. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que la personne ait tout en main avant de se présenter. OK? Parce que d'autant plus qu'on fait de plus en plus attention de ne pas avoir des documents confidentiels, de bien les gérer, de bien les protéger. Donc, la façon de faire est vraiment le plus possible, lors de l'appel téléphonique, de vérifier. Ensuite, on dit, vous avez tout en main? On y va, on fonce. On y va, on fonce. On veut éviter aussi que la personne ait à se représenter 2 fois. On fait notre déclaration de façon... C'est un accompagnement où on laisse et le bénévole va gérer à notre place. Il faut comprendre que les personnes qui bénéficient du service, c'est de l'auto-déclaration. Donc, nous, on remplit le formulaire avec les documents qu'ils vont nous avoir apportés. Ensuite, on transmet les documents au service d'aide en impôts, c'est-à-dire à nos bénévoles, qui, eux, vont remplir la déclaration là, avec leur logiciel. Et puis, dites-moi, pour terminer, là, Circo, quels sont les services que vous offrez en dehors là, de la période d'impôt? Bien, en fait, on en a vraiment plusieurs. Notre mission à base de Circo, c'est d'informer, d'outiller puis d'éduquer tous les droits du consommateur. Donc, on a de la planification financière, de l'aide, en fait, à la planification financière, comment gérer, justement, carte de crédit, tous les recours possibles quand que les droits sont pas respectés, par exemple. Sinon, je ne sais pas si, Aline, tu voudrais compléter. Bien, j'ajouterais tout le droit au logement, qui est aussi un contrat. En fait, c'est une forme de contrat très différente, mais effectivement, sans être un organisme voué exclusivement au logement, mais c'est effectivement donner l'information plus autour de les règles, les barèmes, les façons de faire. Il y a beaucoup de choses. Donc, ça, c'est la partie plus du droit au logement, effectivement. D'accord. Et de toute façon, toutes les informations sont sur votre site Internet. C'est très clair. Exactement. On peut s'y rendre pour avoir vos coordonnées également. On va laisser aussi le numéro de téléphone pour vous joindre si on souhaite utiliser les services d'aide à l'impôt. Merci beaucoup, mesdames. Est-ce que je peux compléter? Oui. J'aimerais juste rappeler aux personnes, quand vous avez appelé une fois, il n'est pas nécessaire d'appeler 6 fois. On peut laisser un message. Laissez le message et soyez assurés qu'on va vous rappeler. Parfait. Parce que souvent, on gère beaucoup de petits téléphones. Fait que, je comprends. Mais merci beaucoup. On ne perdra pas les personnes. C'est bon. Merci. Le message est passé. Merci. Que pensent les Charlevoisiens du projet de 3e lien de la CAQ et en quoi cela les concerne-t-il? C'est ce dont a discuté Martin Ouellette avec la députée Karianne Bourassa. Karianne Bourassa, bonjour. Bonjour. Votre gouvernement lance une consultation publique sur la mobilité dans les régions de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. De quoi il s'agit exactement? Bien, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait la promesse lorsqu'on a relancé la question du 3e lien, de la mobilité, le tramway, tout ce qui entoure justement la fluidité, la mobilité dans la capitale nationale et la Rive-Sud, on avait promis qu'on allait consulter les citoyens. Alors, c'est ce qu'on fait présentement. Et là, on s'est posé la question, quelle est la meilleure façon de rejoindre le plus de citoyens possible? Les gens ont à la maison un travail, plusieurs personnes ont des enfants, des horaires atypiques. Bref, on s'est dit que la façon la plus simple de rejoindre tout le monde, c'était Internet. Donc, à partir de maintenant jusqu'au 22 mars, vous pouvez aller sur le site du gouvernement Consultation Québec.
Et à ce moment-là, vous allez trouver un sondage. Donc, il y a une vingtaine de questions. Vous pouvez répondre aux questions. Ce sont des questions ouvertes, des questions à choix de réponse. Et quelque chose de vraiment important et d'intéressant, il y a une partie où vous pouvez transmettre des documents. Alors, moi, j'en reçois beaucoup à mon bureau, des gens qui ont des idées par rapport au troisième lien, par rapport à ce qui pourrait ou pas remplacer une tramway, par rapport à la desserte des banlieues. Alors, si vous avez des documents, vous pouvez les transmettre de manière confidentielle et ensuite de ça, les gens du ministère des Transports vont en prendre connaissance. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression, comme on y va pour une consultation grand public sur Internet avec des questions, est-ce que ça ne ressemble pas aussi un peu à un sondage? À savoir, est-ce que les gens sont pour ou contre le développement? Est-ce que ça ne risque pas de prendre la forme... Les consultations publiques sont normalement assez régimentées. Là. Vous êtes à l'Assemblée nationale, les spécialistes viennent vous voir. Dans le cas présent, vous vous adressez à la population. Alors, ma question, c'est ça. Est-ce que ça ne risque pas de devenir un peu un sondage là, par rapport au projet du troisième? Vous savez, par expérience, quand il y a des consultations publiques en présentiel, les gens qui se déplacent, ce sont souvent les gens qui ne sont pas en accord. Ce sont les gens en désaccord. Et nous, ce qu'on veut entendre, c'est vraiment toutes les opinions. C'est pour ça qu'on s'est dit un sondage à grande échelle. C'est sûr qu'on vise principalement les gens de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches, mais c'est ouvert à tous. Et moi, principalement, c'est sûr que sur la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, les gens sont touchés, mais on pense aux gens de Charlevoix aussi qui doivent se déplacer à Québec, aller sur la Rive-Sud. Eux aussi sont pris dans le trafic, eux aussi ont leur mot à dire. Alors, on offre à tout le monde la possibilité de se présenter. Et ça, c'est le premier temps. Dans un deuxième temps, on a donné le mandat à la firme Somme de faire justement un sondage. Donc, c'est vraiment, il y a deux choses parallèles qui vont être faites. Et après ça, la firme Somme va analyser son sondage, analyser également le sondage qui a été fait sur le site de consultation publique et les résultats vont être rendus publics à la fin mai. Est-ce que vous croyez là, sérieusement que les gens de Charlevoix ont vraiment leur mot à dire dans le dossier du troisième lien et que ça les impacte vraiment dans leur quotidien? Est-ce que vous croyez ça? Bien, c'est sûr un peu moins peut-être que les gens qui habitent sur la côte de Beaupré, par exemple, et qui travaillent à Lévis. C'est sûr qu'il y a des cas extrêmes. Plus on se rapproche du centre-ville de Québec et plus les gens ont à se déplacer souvent et sont pris dans le trafic. Mais comme on l'a dit, il y a beaucoup d'entreprises dans Charlevoix qui ont à faire des livraisons du côté de la Rive-Sud et qui m'en parlent souvent. Eux aussi veulent avoir leur mot à dire. Je donne des exemples comme ça. Il y a des gens qui ont des véhicules récréo-touristiques qui nous ont dit c'est important qu'il y ait des matières dangereuses, la possibilité de transporter des matières dangereuses entre la Rive-Nord et la Rive-Sud. Donc ça, c'est une préoccupation. Les gens qui font du camionnage, ils disent faut qu'il y ait des camions lourds qui puissent traverser sur ce nouveau lien qu'on va construire. Alors, il y a plein de préoccupations comme ça et nous, on veut entendre vraiment tout le monde. C'est pour ça que c'est ouvert. On veut savoir les préoccupations des gens de la capitale nationale. Alors ça va jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, la capitale nationale, jusqu'à Port-Neuf. Alors, on veut entendre tout le monde. C'est quoi votre réalité? C'est quoi votre vécu? Jusqu'à présent, le fameux dossier du troisième lien a été bénéfique pour vous en certaines occasions. Puis à d'autres occasions, pour votre gouvernement, c'est un dossier qui vous fait du tort, qui est difficile à gérer. Vous replongez à nouveau dans ce dossier-là, le fameux dossier du troisième lien. Quelles sont vos attentes? Moi, on en a besoin. On a besoin d'une nouvelle façon d'avoir un lien entre la Rive-Sud et la Rive-Nord. On en a tellement parlé, il y a tellement d'hypothèses. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est ça. Et il y a beaucoup de débats là-dessus. Et là, on le sait. Il faut savoir aussi qu'il y a une autre action qui est faite. Vous vous souvenez, on a donné le mandat à la CDPQ Infra d'analyser la situation et eux vont remettre un rapport. Ils avaient 6 mois pour nous remettre un rapport avec, selon eux, quel serait le meilleur projet. La CDPQ Infra a déjà consulté une centaine de groupes. Par exemple, nous, les députés du caucus de la capitale nationale avons été consultés. Il y a je sais que la Ville de Québec, la Ville de Lévis, il y a des organismes communautaires, Vivre en Ville, Est-ce qu'on doit comprendre que la mobilité urbaine va être votre gros chantier là, pour l'année à venir? Parce que les échéanciers sont serrés. Là. On a jusqu'au 22 mars pour répondre à la consultation. Il y a une étude Somme également qui s'en vient. Il y a CPDQ Infra qui va arriver avec son rapport. C'est quoi votre échéancier pour la mobilité pour la prochaine année? Bien, c'est sûr qu'on veut travailler le plus rapidement possible. Comme on l'a mentionné, c'est pour ça qu'on a donné 6 mois à la CDPQ Infra pour remettre le rapport sur eux. Qu'est-ce qu'ils pensent avec tous les gens qui ont entendu? Quelle serait la meilleure solution? Et nous, en parallèle, le gouvernement, on veut saisir aussi le pouls de la population de notre manière. C'est pour cette raison qu'il y a ces consultations publiques-là où tous les citoyens vont pouvoir se prononcer
tous les citoyens, s'ils ont des idées, j'ai des ingénieurs qui nous appellent au bureau et qui disent, vous savez, telle idée, ça devrait être priorisé. C'est l'occasion pour eux de nous envoyer les documents et faire connaître leur position. Et tout ça aboutira en 2024? Bien, en fait, en fin mai 2024, il va y avoir les conclusions qui vont être rendues publiques sur le site Consultation Québec et sur le site du ministère des Transports. Donc, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que les gens ont pensé, qu'est-ce que les gens ont mentionné, peut-être quelle hypothèse était privilégiée par les citoyens. Et ensuite de ça, vers l'été 2024, CDPQ Infra va donner son rapport. Et par la suite, c'est sûr qu'on se met en mode action pour, disons que les choses sortent de terre le plus rapidement possible. Bien, Karianne Bourassa, merci beaucoup pour cette entrevue ce matin. Et puis, on se reparle de ce dossier-là dans un prochain avenir. Assurément. Merci, au revoir. Merci à vous. En ces temps de pénurie de main-d'œuvre et d'inflation, nous avons voulu en savoir plus sur les défis qui pèsent sur la communauté d'affaires de Charlevoix. Entrevue avec Joanne Côté. Joanne Côté, bonjour. Bonjour. Joanne, on avait le goût de prendre un peu le temps avec toi, de voir comment ça se passe dans la communauté d'affaires de Charlevoix. Les dernières années, bon, on a parlé beaucoup de la pandémie, le manque de logement, de la pénurie de main-d'œuvre. Et il y avait plusieurs solutions, si on veut, ou des programmes, des tentatives de solutions peut-être qui avaient été proposées autant par la Chambre de commerce que par d'autres organismes et entités. Donc, où on en est? Est-ce que les programmes sont arrêtés? Est-ce que ça a servi à quelque chose? Quels sont les défis? Bien, évidemment, comme vous l'avez dit, il y a eu la pandémie, puis il y a l'après-pandémie. Alors, là, on est vraiment encore là-dedans, puis ça demeure je dirais, la tranche qui détermine cette tranche de temps-là. Il y a l'avant et l'après. L'avant et l'après, voilà. Et maintenant qu'on est dans l'après, bien évidemment, oui, on a mis en place beaucoup de solutions, beaucoup de solutions qui ont été locales, des fois régionales, des fois nationales. Mais il en demeure pas moins que le problème demeure entier, je dirais, malgré toutes ces solutions-là, parce que d'abord, il y a un problème démographique qu'on ne changera pas. Il y a une population vieillissante, c'est encore pire dans des régions comme la nôtre. Donc, forcément, on a moins de main-d'œuvre active à l'heure actuelle, malgré l'immigration et malgré tous ces beaux programmes-là. Ça a aidé, oui. Mais on a encore des grands pas à faire. Et je pense qu'il n'y a pas un seul modèle et une seule solution, d'autant plus que tout le problème de la pénurie de main-d'œuvre est directement lié aussi au problème de la pénurie du logement abordable. Donc, il faut vraiment adresser ces deux problèmes-là, je dirais presque côte à côte, si on veut arriver à trouver des solutions pérennes. Il y a aussi eu un impact, ça se peut-tu, au niveau de la disponibilité des gens? Tu sais, cet arrêt-là qu'on a eu pendant la pandémie fait que maintenant, le 40 heures semaine, c'est plus le modèle qu'on a envie de suivre non plus. Hein? Il y a une autre réflexion à ce niveau-là. Hein? Exact. La pandémie a permis à la plupart des gens, je pense, l'arrêt que ça a permis, ça nous a fait réaliser qu'on ne prenait plus beaucoup de temps pour soi, pour notre famille, pour nos amis. Donc, je pense qu'on est en train de rééquilibrer les choses, qui est une belle chose en soi. Là. Ça amène beaucoup de problèmes de gestion pour les propriétaires d'entreprises, pour les gestionnaires, mais pour l'individu, pour l'humain qui est derrière tout ça, y compris les gestionnaires et les entrepreneurs. On est dans une grosse transition. Voilà. On est en train de réapprendre à travailler avec équilibre. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais je pense que c'est une belle transition qu'on est en train de faire comme société. Profitons-en, finalement. On va voir ça du bon côté. On va essayer. Est-ce que, du côté de la Chambre de commerce, je me souviens, il y avait des programmes d'aide financière pour le salaire avec les stagiaires. Est-ce qu'il y a des programmes qui reviennent? On a encore des programmes, on a encore un programme, devrais-je dire, plutôt, qui s'appelle Accueillir un stagiaire, mais qui est quand même assez pointu parce qu'il faut aller chercher des jeunes dans des maisons d'enseignement, là où il y a des stages déjà prévus dans des programmes dans le cursus. Et puis, on peut les intégrer en entreprise pour le temps du stage. Et ce stage-là va être rémunéré en partie par l'employeur, mais beaucoup par une subvention. Donc, on a encore un programme comme celui-là. On en avait un autre qu'on aimait beaucoup, qui était se réaliser en Charlevoix, qui était financé par le ministère du Travail. Malheureusement, ce programme-là n'existe plus depuis maintenant presque un an et je ne crois pas qu'à court terme, voire même moyen terme, que un programme comme celui-là va revenir, ce qui est très dommage parce que
Ce programme-là subventionnait en fait l'intégration d'une personne de 30 ans et moins en entreprise, le temps qu'elle faisait son apprentissage. Donc, pendant 20 semaines, on remboursait 50 du salaire à l'entrepreneur et ça assurait, je dirais, la transition entre peut-être des fois un employé qu'on prenait, parce qu'en ce moment, on le sait, à cause de la pénurie, on ne prend pas toujours le meilleur, on prend celui qui est disponible. Choix, ouais, voilà, puis il n'y a peut-être pas toujours les qualifications et peut-être pas toujours aussi l'expérience. Donc, c'était important de pouvoir faire un apprentissage, une intégration souple qui permettait à l'employé de ne pas stresser, à l'employeur de ne pas stresser sur le plan financier parce que l'employé est moins rentable. Donc, c'était vraiment un programme... Ça couvrait cette période-là de formation qu'on a toujours quand on commence, puis qui est quand même dispendieuse pour un employeur. Tout à fait. Mais ce qu'il faut malheureusement dire, c'est que la suite de la pandémie a eu aussi des impacts sur les subventions que nous accordent les gouvernements. Et au niveau du ministère du Travail, c'est un des ministères qui a été coupé considérablement. Donc, les aides que peuvent nous apporter ce ministère-là sont de beaucoup réduites. C'est vraiment dommage. Oui, puis là, bon, on attend, j'imagine, le prochain budget pour savoir qu'est-ce qui va s'offrir à nous. Oui, exact. On a presque hâte à une période électorale. Oui, on le sent. On le sent aussi. Dans un ordre d'idée plus joyeux, il y a le gala Charlevoix reconnaît qui arrive bientôt le 21 mars. Les candidats sont déjà retenus, ils ont été annoncés, présentés, mais comme dirait Yvon Deschamps, qu'est-ce que ça donne à une entreprise de s'embarquer dans cette aventure-là, parce qu'il y a un dossier à présenter, on a un pitch aussi, me semble, à faire pour certaines catégories. Qu'est-ce que ça leur apporte, le gala Charlevoix reconnaît? Bien, je dirais d'abord une première introspection. C'est déjà, là, comme entreprise, des fois, de prendre le temps de s'arrêter pour se faire une introspection, pour dire qu'est-ce qu'on a fait de bon dans l'année. C'est un exercice. C'est un exercice à faire de postuler au gala. Donc, c'est un exercice de prendre un temps d'arrêt puis de se dire où on était bon, en quoi on s'est amélioré et de beaucoup dans le courant de l'année, puis qui nous a même permis devancer notre compétition. Alors, déjà, ce premier exercice-là, je pense que c'est bénéfique pour les entreprises. On ne le fait pas tout le temps parce qu'on n'a pas le temps, parce que la vie va vite, mais de postuler au gala nous permet déjà ça. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que comme entrepreneur, à partir du moment où on est en nomination au gala, ne serait-ce que d'être en nomination, là, je ne parle même pas de gagner le prix, mais c'est une belle fierté, autant pour l'entreprise que également pour les employés qui y travaillent. Tu sais, de dire, hey, wow, moi, je travaille pour ça, là, pour ce monsieur-là. Il y a une visibilité qui vient avec aussi, parce que vous en faites la promotion. Exact. Chaque entreprise qui postule au gala va avoir sa journée sur notre Facebook. Alors, c'est une belle occasion également pour tous les pairs, les amis, les supporters de cette entreprise-là, les clients, de dire « Hey, wow, c'est vrai! Hey, wow, félicitations! Vous êtes nominés! » je ne les connaissais pas, eux Exact. Ça aussi, tu sais, on a tout le temps l'impression, quand on vit dans Charlevoix, que tout le monde connaît tout le monde, mais c'est pas vrai. Alors, ça aussi, ça donne cette belle opportunité-là. Puis là, on n'a pas gagné encore, là. On n'est même pas rendu au gala, là. Alors, tout ça fait que, en plus, si le jour du gala, on remporte un prix, bien, en plus, bien là, ça augmente encore le niveau de visibilité, la fierté, bien évidemment. Puis il faut voir, quand on se promène dans les commerces de la région de Charlevoix, les gens arborent fièrement les trophées qu'ils ont gagnés. Exact, on les voit, ils sont toujours bien exposés. Exact. Alors, je pense que, ne serait-ce que pour tout ça, c'est un très bel exercice à faire pour montrer à sa famille, ses employés, ses clients, et se montrer à soi-même qu'on a vraiment une belle fierté à titre d'entrepreneur. Oui. Et parlant des trophées, est-ce que qui fait les trophées cette année? Ah bien, on est encore avec notre même créateur de trophées, avec Stéphane Bouchard des Ateliers Charlevoix, qui reconduit son mandat pour un autre 5 ans. Alors, nous allons avoir encore le trophée qui représente beaucoup, en fait. Oui, c'est comme un œuf. C'est décris-nous un peu. Si je le voyais, ce serait... en fait, la base du trophée, c'est une base qui est en céramique à la fois forte et fragile, qui représente l'entrepreneuriat lui-même, parce que vraiment, il faut être fort pour être... Il faut être en fond... C'est ça, voilà. Les fondations doivent
doivent être fortes, doivent être solides, mais à la fois, tout est fragile dans l'entreprise. Alors, même chose au niveau de la boule. Il y a une belle boule, une sphère blanche qui montre aussi toute la notion de la pureté, la transparence, l'entourage de l'entreprise qui, elle aussi, doit avoir ce côté lisse à la fois, mais ce côté également fort de l'entreprise, qui est un peu aussi une tête dirigeante de son milieu et une tête portante dans l'ensemble de l'écosystème. Et finalement, la grande courbe qui est en cuivre, souple et à la fois souple mais riche, évidemment, et qui représente les 3C de la Chambre de commerce de Charlevoix, qui chapeaute tout ça par-dessus le trophée. Wow! On en veut tous un. Bien, voilà. C'est facile. Vous postez les premières étapes. Pour terminer, Joanne, on a annoncé ton départ il y a quelques semaines, quasiment un mois. Ça a été fait quand même il y a un petit moment à titre de directrice générale. Et la grande nouvelle du jour, c'est la nomination d'Annie Simard qui prendra la relève. J'aimerais que tu me parles un peu des forces d'Annie. Écoutez, je pense que quelque part, on va tous découvrir ensemble les forces d'Annie, mais chose certaine, Annie est impliquée dans le milieu de Charlevoix depuis très longtemps. Oui. En fait, c'est une native. C'est un visage connu. C'est un visage connu, c'est une native de Charlevoix. C'est une fine stratège. Elle a œuvré beaucoup en politique, donc les communications politiques, ça la connaît bien. Donc, je pense que ça va être une belle force pour la Chambre de commerce de Charlevoix. Elle a également été directrice générale d'un organisme à but non lucratif pendant près de 10 ans. Avec une fondation? Oui, exact, avec la Fondation Chagnon, qui était le bailleur de fonds principal. Alors, à partir de là, elle a des qualités de gestionnaire extraordinaires. C'est des clés, là. Exact, tout à fait. Un poste comme celui-là. Exact. Et puis, en plus, ce qui est ils étaient précurseurs à la Fondation Avenir d'enfants parce que Annie gérait l'ensemble du Québec, donc à distance. Donc, il était... mais maintenant, depuis la pandémie, on parle de travail, c'est normal, mais avant ça, on n'en parlait pas de ça beaucoup. Mais elle avait déjà cette expertise-là. Donc, encore là, un plus pour la Chambre de commerce pour la faire grandir. Mais surtout, une nouvelle façon, une nouvelle énergie aussi qui va arriver dans le décor. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. On arrive justement dans une période où la Chambre est en planification stratégique. Donc, Annie va s'imbriquer là-dedans pour pouvoir amener la Chambre plus loin, plus grande, plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Oui, et de ton côté, donc là, tu restes là jusqu'à la fin juin, c'est ça? En fait, jusqu'à l'AGA, parce que l'idée d'une Assemblée générale annuelle dans un organisme comme le nôtre, c'est de faire le bilan de l'année financière passée. Donc, l'année qui va se terminer au 31 mars, donc en juin, c'est ce bilan-là qu'on va présenter à l'AGA, de même que le bilan de la planification stratégique. Donc, comme je vais avoir été, entre guillemets, le chef d'orchestre de cette période-là, voilà, exact. Donc, je vais rester jusque-là pour faciliter aussi le transfert entre Annie et moi, Annie Simard et moi, pour que ce soit, que ça coule, ça coule facilement. Pour prendre le temps de bien faire les choses. Exact, et que personne, autant les membres, les partenaires que l'équipe de travail soient déstabilisés et puis qu'on trouve une force nouvelle pour aller de l'avant. Bon, mais on va te souhaiter une belle suite aussi, à toi aussi là-dedans. Merci beaucoup, Joanne. Plaisir. Le 29 février, nous apprenions le décès de l'ex-premier ministre du Canada, Brian Mulroney. Pour l'occasion, nous vous présentons un extrait d'un reportage effectué à l'automne 2023 au sujet d'une exposition tenue à la Malbaie sur son parcours politique. Brian Mulroney, élu dans Charlevoix, qui était important, une présence importante. Brian Mulroney est, d'après l'historien Christian Harvey, un des 10 plus grands premiers ministres que le Canada ait connus. Il a d'ailleurs beaucoup apporté pour la région de Charlevoix et c'est ce qui fait l'objet de cette exposition à la Malbaie. On est en ordre chronologique dans l'espace ici. Ça serait quoi là, les faits saillants qu'on a devant nous? Oui, bien alors on a la victoire le 12 novembre 88. Alors, à ce moment-là, il part en autobus de Québec. Il arrête à la Malbaie. Une grande présentation. Alors, c'est la seule fois qu'il est venu dans Charlevoix pendant la campagne électorale.
Alors, un événement, l'école Félix-Antoine Savard, maintenant qui a cessé d'exister. Oui. Et c'était un grand événement, bon, plusieurs présentations. Candidat en 84 dans Manicouagan, il est élu dans Charlevoix suite à la réforme de la carte électorale de 88, avec une victoire éclatante de tout près de 30 000 voix de majorité. Alors, on voit quand même beaucoup d'engouement, les gens étaient présents, il y avait une fièvre, là, on sentait quand même la victoire. Ici, c'est l'inauguration de son bureau de comté. Alors, c'est la première fois qu'il est venu après sa victoire, le 8 mai 89. Alors, beaucoup de gens... Qui était à la Malbaie, là. Oui, qui était à la Malbaie, où maintenant c'est la boutique La Source, là. On connaît un peu le bâtiment, là. C'était un événement important qui avait rencontré les élus de l'époque, qui était la première rencontre. Contrairement à la tendance plus industrielle de l'époque, Mulroney a beaucoup apporté sur les plans environnementaux et culturels. Alors, c'était le début, bon, la réserve mondiale de la biosphère qui avait été inaugurée. Bon, on a fait un panneau à cette époque-là, en 89. Okay. Alors, marqué, lui, on dit que ça a été l'un des premiers ministres canadiens les plus verts, là, qui a vraiment des politiques qui ont marqué vraiment le développement écologique. Qui devait être avant-gardiste pour l'époque. Oui, très avant-gardiste, là. Beaucoup de politiques nouvelles, comme le libre-échange, qui est vraiment un élément majeur. On doit ça à Brian Mulroney, les tentatives de Lac-Meech, de Charlottetown, l'introduction de la TPS, bon, la lutte contre l'apartheid, qui était une position très, très forte de Brian Mulroney. En 1993, on parle d'environ 100 millions de dollars qui ont été investis dans la région de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord. Il y avait évidemment beaucoup de choses à faire. Il ne venait pas à chaque semaine dans la région. Mais quand on voit, bon, par exemple, les 4 grands projets qui ont été appuyés par M. Mulroney, bon, on parle de la construction du musée de Charlevoix actuel, alors du centre d'exposition, maintenant le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. On parle également des premières remontées mécaniques au massif de Petite-Rivière-Saint-François et la salle de concert au domaine Forgette. Alors, c'est 4 institutions touristiques et culturelles de Charlevoix très importantes. Alors, ces projets-là n'auraient jamais pu vraiment se concrétiser sans l'apport financier du gouvernement fédéral. Et c'est beaucoup la présence de Brian Mulroney qui ont rendu possible ces projets-là. Alors, il participe beaucoup des activités culturelles, bon, le symposium de Baie-Saint-Paul. On connaît Saint-Aubin. Il sera également au domaine Forgette, là, qui était beaucoup à la recherche de construire un bâtiment, une salle de concert à l'époque. Alors ici, il est justement avec le président de l'époque, qui était Martial Asselin, qui est devenu lieutenant-gouverneur par la suite. Là. Okay. On le voit avec sa famille, Mila, et tous ses enfants, et Caroline également, qui est devenue ministre actuellement en Ontario. Souvent présent dans Charlevoix, notamment lors de la Saint-Jean-Baptiste, c'est aussi ici qu'il vit une grande déception dans sa carrière. Le 24 juin 90, c'est la mort du Lac-Meech, et il était à la maison Gabriel Roy à Petite-Rivière-Saint-François. Un grand événement, il avait mis beaucoup d'efforts à faire passer l'accord du Lac-Meech, qui donne un statut particulier au Québec, et malheureusement, son projet est tombé à l'eau, alors il était dans Charlevoix à ce moment-là. Malgré les reproches de patronage venant de l'opposition ou les scandales de pots de vin qui ont marqué la fin de sa carrière politique, la Société d'histoire veille plutôt à mettre de l'avant l'audace et les bons coups de Mulroney. Ce numéro-là, cette exposition-là, ça permet de faire un tour complet, de dire, bon, c'était quand même important. Moi, je dis beaucoup avec Rodolphe Forgette, probablement, c'était un des députés de Charlevoix sur la scène fédérale qui ont eu la plus grande importance au niveau des projets qui ont été emmenés dans le milieu. Alors, un moment important, justement, l'inauguration du centre d'exposition à Baie-Saint-Paul, tout près de 2 millions de dollars qui avaient été donnés par Mulroney. Alors, le magnifique bâtiment dessiné par Pierre Thibault. Là, oui, qui est maintenant le Musée d'art contemporain. Musée d'art contemporain, exactement. Alors, belle aide. Qui était une récupération du cinéma. Absolument. On a récupéré le type de présentation. Évidemment, une architecture reconnaissable entre toutes maintenant. Oui. On avait donné des projets, par exemple, à l'hippodrome La Vallée, à Saint-Aimé-des-Lacs, et l'inauguration du musée de Charlevoix qui avait été importante. On reconnaît Dr. Dupuis, un certain Paul Desmarais qui était là à l'époque. Toujours présent, un ami proche d'ailleurs de Mulroney. Hein. Il allait souvent le visiter sur le boulevard des Falaises pendant l'été. Alors, c'est un personnage important. La revue présente les hauts et les bas de la carrière de Mulroney, ainsi que l'histoire du comté électoral fédéral de Charlevoix jusqu'à aujourd'hui. Alors, bon, sa dernière visite dans Charlevoix, le 6 juin 1993, fait intéressant, c'est Caroline Desbiens qui chantait à cette occasion-là, qui est maintenant la députée de Charlevoix. Alors, ça fait un lien à travers ça boucle la boucle. Ah, exactement. Le numéro 106 de la Revue d'histoire de Charlevoix est disponible sur le site de la Société d'histoire.
C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.